Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Et bienvenue pour cette première rencontre avec les éditions courtes et longues autour de l'invention du docu-fiction. Nous aurons comme intervenants Nancy Guilbert, autrice, Isabelle Silmier, autrice-illustratrice, et cette rencontre sera modérée par leur éditeur Jean Poderos. Celle-ci a été préenregistrée, aussi il n'y aura pas de place pour les questions, mais n'hésitez pas à contacter les éditions courtes et longues si vous voulez des précisions. Le site internet est indiqué dans la discussion. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur le docu-fiction et son évolution, et notamment le docu-fiction aux éditions courtes et longues, avec deux auteurs de prestige, Nancy Guilbert et Isabelle Simler, et on va vous parler donc du docu-fiction et singulièrement du docu-fiction dans notre maison. Pourquoi ce sujet? Parce que nous sommes passés de la culture encyclopédique des Lumières à une culture rhizomique, notamment portée par Internet. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une recherche en profondeur, on s'intéresse à un sujet par les rapports qu'il entretient avec d'autres. Donc ça provoque, dans l'édition, ça provoque évidemment une évolution du documentaire. Et est-ce que le docu-fiction est une solution? Je sais pas, mais en tous les cas, on l'a vu apparaître bien avant Internet, le docu-fiction, puisque les premiers sont apparus avec les Romans des Bêtes, là, une collection de 1934 du Père Castor. Et on peut remonter encore plus loin dans cette volonté de documenter par l'image avec les bas-reliefs des temples égyptiens, les vitraux des cathédrales, et qu'on les lise comme de la fiction ou comme de la propagande, ces images sont à visée documentaire, même si elle est prosélyte. Donc c'est, je crois, dans ce très léger décalage que s'insinue le docu-fiction entre l'histoire racontée et le propos réel, entre ce que l'on dit et ce que l'on souhaite que le lecteur retienne. Mais évidemment, on utilise pour ça un stratagème. On distrait le lecteur et on lui apprend quelque chose, on le distrait pour lui apprendre quelque chose. Sauf que le lecteur est roi et que sa lecture digère et transforme le livre selon ses propres règles, sa volonté et son inconscient. Aujourd'hui, le docu-fiction prend des formes évidemment très multiples et je crois que les éditions courtes et longues sont un explorateur de ce genre de littérature et grâce à nos deux auteurs, notamment avec Isabelle Simler et Nancy Guilbert, qui sont de valeureuses exploratrices de ce genre avec des pratiques fort différentes que nous allons définir ensemble. Alors, rapidement, je vais vous les présenter, mais je pense que beaucoup d'entre vous les connaissez parfaitement et peut-être mieux que moi par moment. Isabelle Simler, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On a publié ensemble ton premier livre en 2012 et depuis, on est presque à une trentaine de livres. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ensemble, des albums, des coloriages, même un roman illustré. Quant à Nancy, eh ben, on en a fait moins, mais on a fait des ouvrages très remarqués, très remarquables, des albums, de la fiction, du docu-fiction et aussi un roman qui, je suis sûr, sera suivi par d'autres romans ensuite. Voilà. Alors Isabelle, on a publié ensemble ton premier livre en 2012 qui était un imagier singulier avec un dispositif plus complexe qu'il n'y paraît.
ce livre, c'est Plume. Alors, sur la couverture, on a le titre, Plume, et l'image dont on va découvrir finalement, après un moment, que l'image la plus présente du livre sera le chat. C'est donc le chat. En dessous de Plume, il y a marqué, il y a le chat, et des plumes dans le lointain, mais ce sur quoi l'on titre, c'est tout de même le chat. Alors, bon, c'est peut-être le seul ouvrage, vous me permettrez, vous m'excusez, c'est le seul ouvrage où je vais faire un petit peu une exégèse comme ça du livre. Ce Plume, est-ce que c'est du chat que l'on parle? Est-ce que Plume est son nom? Ou alors est-ce qu'on veut nous parler de ce que le chat fait aux oiseaux, sachant l'amour que les félins ont pour les oiseaux? Alors, aussi, ce qu'il y a d'assez étonnant sur la couverture, je reste toujours sur la couverture, c'est que les plumes sont dessinées de façon naturaliste, tandis que le chat est tout en rondeur, façon dessin numérique. Lui, il évoque l'irréalité, le rêve, tandis que les plumes, elles, sont plus vraiment dans la réalité. Et cela crée un autre plan dans notre lecture de cette couverture, celui d'une opposition et donc d'une interrogation. L'adulte, qui est un être obéissant et qui a déjà oublié ce qu'il a vu sur la couverture, une fois qu'il aura ouvert le livre, il regarde là où on lui dit de regarder, et l'oiseau stylisé et sa plume naturaliste. Évidemment, c'est la seule chose qu'il va voir sur la double page, et c'est cela qui va provoquer son admiration. L'enfant, lui, qui n'oublie pas ce qui l'inquiète ou l'interroge, la première chose qu'il voit, et je vous assure que j'en ai fait 1000 fois l'expérience, c'est le chat. Et pourtant, on ne le voit pas beaucoup, le chat, dans chaque double page. Ben, la première chose qu'il voit, c'est le chat, et c'est assez étonnant. Je crois que les enfants créent une histoire à partir d'une interrogation sur la couverture et de leur sens inné de l'observation. Cette histoire dont l'on ne comprend vraiment le sens qu'à la fin du livre est apparue dans leur esprit dès le premier regard sur la couverture. Et c'est alors qu'ils vont pouvoir enfin s'intéresser aux oiseaux, c'est alors qu'ils vont reprendre le livre et le lire à rebours. Dans ce livre, rien n'est vraiment dit, tout est montré, et de l'observation nécessaire pour comprendre l'histoire naît le goût pour l'observation tout court, et notamment pour la forme, la couleur, la texture des plumes dessinées. En 2013, Isabelle, c'est un procédé que tu as repris et sophistiqué dans un autre album qui s'intitule La Toile, puis dans 3 nouveaux imagiers, Des Vagues en 2014, Heure Bleue en 2015 et Cette nuit-là au musée en 2016. Le texte prend une part nouvelle et singulière. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces 3 livres? Oui, alors c'est vrai que dans Plume, il y a vraiment eu. Alors, quand tu parles de documentaire, c'était l'envie première de Plume, ça a été de dessiner des plumes de façon très naturaliste et de les présenter un peu comme des planches naturalistes. Et en faisant cette composition, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de trop figé, de trop rangé, comme c'est souvent le cas dans les planches naturalistes. Et du coup, j'ai eu envie d'amener de la vie et de la fiction. Et donc, il y a vraiment cette ambivalence effectivement, des plumes où le chat amène la fiction, amène le mouvement, amène quelque chose de plus moderne, alors que les plumes étaient vraiment dessinées dans un souci, oui, très documentaire, très réaliste. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce d'équilibre où, alors, quand tu parles de documentaire et de l'envie d'aller regarder les choses de près, pour moi, cette démarche, elle est vraiment inscrite dans le dessin même. Parce que quand je dessine quelque chose, j'ai vraiment envie de rentrer dans la chose que je dessine pour mieux la comprendre et mieux la dessiner. Et donc, ce souci de documentation, entre guillemets, il est vraiment inhérent à l'envie de dessiner, c'est-à-dire d'aller creuser, pas uniquement de regarder quelque chose extérieurement, mais d'aller creuser dans le fond de ce qu'on dessine pour mieux le connaître et mieux l'appréhender dans le dessin. Et donc, le point de départ de tous ces albums, c'est toujours cette documentation, cette envie de faire découvrir des choses et de découvrir soi-même des choses un peu plus en profondeur. Et donc, le livre est vraiment construit sur cette envie d'aller regarder les choses de façon naturaliste. Et ensuite, on va glisser vers la rêverie. Mais on part toujours de la réalité pour aller vers la fiction. Et ensuite, il y a cette ambivalence entre la fiction et le documentaire qui s'installe.
Oui, mais avec des propos dans Heure bleue, dans Des vagues et dans Cette nuit-là au musée, même si c'est la rêverie, c'est une rêverie qui prend des formes vraiment fictionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire Ouais. qui s'installe là. Alors peut-être de manière plus brossée dans Des vagues, puisque c'est l'histoire d'un rêve, au fond, d'un rêve que le personnage dont on va découvrir, que l'on va découvrir à la fin, voilà. Tandis que dans Heure bleue et Cette nuit-là au musée, on suit vraiment une trame narrative qui nous fait découvrir dans Heure bleue des animaux et des végétaux qui sont bleus dans la nature et que tu montres comme ça du crépuscule oui, c'est du crépuscule jusqu'à la nuit noire. Et dans Cette nuit-là au musée, c'est la découverte du musée des Confluences de Lyon, où là, le musée s'anime et où les animaux, les planches, les objets prennent vie et vont faire une immense fête tous ensemble. Aux antipodes de l'imagier de docufiction se trouve le premier livre qu'on a fait ensemble, Nancy, qu'on a publié en 2016. C'était Le secret des fleurs de neige, que tu as écrit et qui a été illustré par Nina Missire. L'idée de départ, les flocons de neige sont tous uniques. Et un homme, Winston Bentley, les a photographiés à la fin du 19e siècle, il les a répertoriés et collectionnés. De là naît une histoire qui pourrait faire de ce livre simplement un bel album, mais à la fin, on trouve une double page documentaire, comme si elle apportait une solution à un mystère avec une biographie de Winston Bentley et plusieurs de ses photos de flocons. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce très beau livre? Ce très beau livre, c'était un hiver très neigeux où on a été tous sous la neige et sans électricité. Et pour moi, je rejoins Isabelle, il y a de la rêverie dans la neige. Mais tout comme elle, en fait, je creuse toujours mes textes. Je raconte jamais, c'est très rare que je raconte quelque chose au hasard. Et du coup, je suis allée fouiller qu'est-ce que la neige, que sont les flocons de neige, voilà, qui les a découverts, comment on a découvert leur structure. Et donc j'ai entendu parler bien sûr de Kepler et puis de Bentley. Et immédiatement, ça m'a frappé de voir cette analogie entre les flocons qui arrivent tous semblables quand ils descendent du ciel, et au fur et à mesure de leur arrivée dans l'atmosphère se transforment. Et ça m'a fait penser à nous, les humains. Voilà, la structure, on est tous semblables et tous différents. Et donc, comme la transmission est quand même souvent au cœur de mes récits, j'avais envie que cette histoire soit transmise, mais de façon poétique. Voilà. C'est-à-dire que je le vois sur les salons du livre, les lecteurs ne pensent pas du tout que c'est un album de documentaire. Ils partent clairement dans la rêverie. Et c'est à la fin, quand je leur montre qu'il y a cette page documentaire, que vient le surémerveillement. Voilà, c'est très étrange parce que… Donc, il y a comme une dichotomie dans la composition du livre, c'est-à-dire que d'un côté, vraiment, l'histoire, la fiction, et cette fiction est relayée par la réalité du propos qui est étayé dans la fiction. C'est quand même singulier de, comme ça, avoir d'abord une histoire, puis ensuite, de manière quasi séparée, enfin dissociée, un élément documentaire qui se rapporte directement à l'histoire que l'on vient de lire. Comment est-ce que cela est né dans ton esprit? Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà vues ailleurs? Est-ce que ce sont des choses qui t'ont… voilà, est-ce que c'est quelque chose qui t'est… Comment est-ce que c'est arrivé à ton esprit? C'est arrivé par la fin, en fait, comme dans Le Sol, le roman. C'est-à-dire que je savais que je voulais transmettre l'histoire de Winston Bentley et je cherchais à le faire de façon poétique, mais le lecteur n'en sait rien. En 2017, Isabelle, tu publies, après un périple dans le nord-ouest de la Chine, un album qui s'appelle Ciel rouge et que tu conçois comme un carnet de route.
nouvelle évolution formelle, nouvelle piste de recherche, d'autant plus surprenante que la narratrice de ce carnet, ben, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux nous évoquer la genèse de ce livre, enfin comment tu l'as conçu? Donc c'est un carnet de voyage qui prend source dans un voyage véritable qui a vraiment eu lieu donc dans le Xinjiang. Et donc, je suis partie pendant à peu près un mois dans cette région dont j'ai vu une partie, parce que c'est une région qui est très, très étendue. Et au retour, j'ai eu envie de me mettre très vite au dessin et à la narration de ces images, parce que j'avais vraiment envie d'avoir encore... d'être vraiment encore immergée dans l'atmosphère de tout ce que j'avais vu. Mais en même temps, j'avais envie, vraiment, la forme du carnet de voyage s'est imposée de façon assez évidente. Mais j'avais envie de prendre un peu de distance par rapport aux personnages qui racontaient et d'amener une part de fiction quand même, de ne pas être complètement dans le documentaire et dans le carnet de voyage. Et donc, je me suis mis dans la peau d'une narratrice qui va à la recherche de papillons, qui va observer les papillons dans cette région, parce qu'il est beaucoup question de papillons dans le livre, parce qu'il y a une princesse papillon dont j'ai vu le tombeau dans le Xinjiang, qui est un personnage important en Chine. Il y a évidemment les papillons qui sont liés à la soie, puisque la route que j'ai prise, elle reprenait aussi le parcours de la route de la soie. Et oui, il y avait le papillon revenait un peu tout le temps comme ça au cours du voyage. J'ai pu en observer sur place, des papillons sphinx. Et voilà, donc du coup, ça a été le fil narratif a été amené par cette exploratrice qui part à la recherche qui part sur les traces de cette princesse papillon et qui en même temps va observer des spécimens sur place. Donc effectivement, ça se présente vraiment comme un carnet de voyage avec comme une prise de notes comme ça de plein d'éléments naturalistes, culturels, et en même temps il y a cette fiction ce recul qui se met en place, et cette fiction par le biais de ce personnage, de cette exploratrice dans laquelle je me Donc suis... un biais dans le carnet de voyage que tu aurais pu écrire, puisque une mise en abîme par rapport à un autre personnage qui prend la place de la narratrice que tu aurais pu être. En l'occurrence. Nancy, en 2018, tu es arrivée avec un très beau et gros projet autour des arbres. Cela deviendra l'Arboretum, et ce livre marque aussi la naissance de ton binôme avec Anna Griot. Dans ce livre, on suit la promenade fabuleuse d'un enfant dans une forêt imaginaire, sauf que chaque double page de narration alterne avec une double page documentaire qui présente les essences d'arbres que l'enfant vient de croiser dans son voyage. Or, il vient de les croiser, mais on n'a pas dit qu'il les avait croisés. Alors, bien sûr, on peut les repérer dans le dessin, mais en fait, toi, tu nous amènes vers le type d'arbre que l'on va découvrir dans la page documentaire, les arbres ceci, les arbres cela. Est-ce que tu peux nous raconter la conception de ce docu-fiction? La conception très ancienne, c'est parce que lors de mes études de sciences, quand les professeurs nous parlaient des arbres, j'avais l'impression qu'ils parlaient de nous. Ils mangent, ils meurent, ils se reproduisent, ils dansent, ils se camouflent, ils s'amusent, voilà. Ils soignent, ils font peur. Et du coup, je pense que depuis très longtemps, j'avais cette idée dans la tête de faire un parallèle entre les arbres et les humains. Et comme je vais très très souvent dans les arboretums, justement dans les jardins, etc., et que je passe un temps incalculable à discuter avec les arbres et à prendre des photos, m'est venue cette idée d'un enfant qui découvre voilà, les arbres, les plantes, et qui leur parle et qui les voit vraiment comme des amis. Et donc je t'ai amené le projet, mais il était tout timide. Je me souviens, voilà, je n'avais pas osé entrer autant dans la réalité, dans la fiction, je veux dire. Et c'était des petits textes, voilà, l'embryon était là, mais c'est toi qui m'as dit que je pouvais pousser bien au-delà, y aller bien au-delà dans la poésie, partir dans l'imaginaire le plus pur, et après m'autoriser à avoir une planche plus scientifique. Donc pour moi, c'était le bonheur, parce que ça réunissait les deux aspects de l'écriture que j'aime tellement, quoi.
Il y a dans l'Arboretum et dans Ciel Rouge, il y a donc une alternance qui est un peu du même ordre, sauf que évidemment la narration, elle ne se fait pas du tout sur le même plan. Dans un cas, on a un voyage réel, même si c'est un narrateur qui a existé, qui aurait pu écrire ce carnet de voyage, mais bon voilà, qui prend la plume. Et puis dans ton cas, Nancy, en revanche, là, on est vraiment dans un voyage parfaitement onirique, Oui, et je pense que il est renforcé par les images d'Anna qui nous plongent dans l'obscurité, alors avec mille couleurs, mais le fond est très sombre, si bien qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans un univers de rêve. c'est vrai. En 2018 aussi, la même année, donc, naît avec Isabelle une nouvelle collection de petits livres qui s'intitule Plume et compagnie. Chaque nouveau volume de la collection nous fait découvrir un nouvel animal selon un processus original. Et est-ce que tu peux nous présenter cette collection, s'il te plaît, Isabelle? La collection, elle comporte 4 volumes pour l'instant. Alors, le premier volume, c'est le chat, donc qui s'appelle Mon chat sauvage, et c'est vraiment le personnage de la collection qui a vraiment un rôle important. Alors, dans le premier livre, Mon chat sauvage, c'est lui le personnage central. Et alors, l'idée de cette collection, c'était comme j'aime souvent bien dans mes albums, qu'il y ait plusieurs chemins possibles dans la lecture d'un album. Là, l'idée, c'était vraiment de proposer plusieurs voies, deux voix assez contrastées, une voix scientifique qui vient en bas de page donner des. L'idée, c'est vraiment d'aller fouiller au-delà de ce qu'on connaît de l'animal. Et le chat, il y a plein de choses. C'est un animal qu'on connaît très bien, que tout le monde connaît très bien, mais en fait, en fouillant bien, on trouve des choses assez Pas fascinantes. grand-chose. Et donc d'aller fouiller, d'en donner vraiment une vision scientifique, de le présenter dans ce qu'il a de plus sauvage. Et là, il y a une autre narration qui se fait par-dessus, dans laquelle j'ai mis en contraste la vision très domestique qu'on a du chat. C'est un animal qui me plaît beaucoup pour ces deux aspects, c'est que c'est un animal qui est évidemment très domestique et en même temps qui garde une part sauvage en lui. Et donc dans ce livre-là, j'ai confronté ces deux points de vue et je les ai mis en rapport, ce qui donne du coup le rapport du texte à l'image, il a quelque chose de drôle parce que dans les images, je le dépeins comme un personnage, un animal assez flasque, endormi, tout ce qu'il a de plus pâteau du chat domestique, en fait, qui trouve toujours les endroits les plus improbables pour aller dormir ou se reposer, s'étendre. Et dans la description scientifique, je le présente comme un chasseur de proies, donc qui est doté de tout un tas de capacités assez fascinantes. Et donc, ça crée un contraste entre le texte et l'image qui est assez drôle. Et donc, l'idée dans cette collection, c'était vraiment d'amener toujours ce double regard, d'un côté d'aller vraiment fouiller pour apprendre des choses sur les animaux et en même temps de garder ce côté familier, drôle et proche. Et donc parce que dans les 3 autres volumes, on découvre d'autres animaux, mais le chat est toujours présent. Il est là en personnage secondaire qui vient aiguillonner le personnage principal. C'est ça, le chat, après, sur les autres tomes, la lumière est faite à chaque fois sur un autre animal, un lézard, un éléphant, un escargot, mais le chat joue le rôle là pour le coup du second rôle, mais il est très présent et il joue un peu un rôle de contrepoint aussi. Il donne une échelle, il donne un rapport de force aussi, parce que voilà, ça crée un rapport de force avec l'animal invité, un rapport d'échelle aussi. Quand il est avec l'éléphant, il n'a pas le même rôle que quand il est à côté du lézard dont il est le prédateur numéro 1. Et donc, ça crée un mouvement et du coup, il se passe quelque chose entre le chat et entre l'animal invité. Il y a aussi le regard scientifique sur cet animal et il y a notre point de vue en tant que lecteur. Donc, il y a vraiment une multiplicité de regards comme ça qui rend la chose assez amusante. Ouais. En 2018 aussi, tu publies un gros livre qui s'appelle Nom d'oiseau. C'est une BD, en fait, une BD à la ligne claire qui débouche sur des portraits d'oiseaux naturalistes. En fait, ce livre se lit tête bêche. D'un côté, on a des noms d'oiseaux tels qu'on emploie l'expression, c'est-à-dire des insultes, et de l'autre côté, des noms d'oiseaux qui peuvent être de jolis noms mignons d'amour. Et donc, à chaque fois, une histoire en BD. Et après cette BD, eh bien, les portraits des oiseaux qui sont apparus dans chacune des 2 histoires.
avec donc, comme je l'ai dit, des portraits naturalistes, mais avec des informations importantes, c'est-à-dire le lieu de nidification, le nom, le lieu de nidification, les dimensions et dans quel état se trouve l'espèce, si elle est protégée, menacée ou pas du tout. Et ce livre qui est arrivé comme ça, de manière assez, enfin, pleine, directe, tu en avais l'idée complètement. Comment est née cette idée qui est peut-être la plus complexe des livres qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ensemble? Ou la plus articulée, disons. Elle est venue par le dessin d'abord, parce que c'est vrai que les oiseaux comme les insectes, c'est un sujet, un sujet que j'aime beaucoup dessiner. Parce que autant chez les oiseaux que chez les insectes, il y a une diversité d'espèces et de formes qui est très très inspirante quand on dessine. Donc je dessine beaucoup des oiseaux et depuis longtemps, et en dessinant les oiseaux, j'aime bien dessiner des oiseaux qui existent. Donc je me documente beaucoup sur les oiseaux, et à force de rencontrer des oiseaux, je me suis amusée à noter leurs noms quand je trouvais des noms amusants, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui ont des noms amusants, et j'ai noté des noms comme ça dès que je rencontrais un oiseau qui avait un nom qui me plaisait. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un peu deux catégories, qu'il y avait les noms d'oiseaux qui ressemblaient effectivement un peu à des injures, et des noms d'oiseaux qui pouvaient ressembler à des petits noms d'amoureux, parfois un peu ridicules, un peu mignons et ridicules en même temps. Et donc, voilà. Et donc, ça m'a donné envie d'utiliser cette matière, en fait, autant la diversité des formes des oiseaux et ce champ lexical qui est venu par le nom des oiseaux, qui était hyper riche, hyper évocateur, et c'est des noms qu'on a vraiment envie de dire parce qu'ils sont drôles à dire en bouche, et c'est vrai que les enfants s'amusent beaucoup à les dire. C'est des sonorités particulières, des noms compliqués avec des répétitions, avec effectivement qu'on a l'air souvent d'être un peu des injures ou des noms. Enfin, en tout cas, il y a un côté aussi très drôle. Et donc, assez vite, la structure du livre, elle s'est imposée de soi avec ces deux entrées possibles, du côté des amours, du côté des humeurs. Et je me suis dit que pour la bande dessinée, comment ça s'est venu, et qu'en fait, ces noms d'oiseaux, pour moi, c'était assez vite, je me suis dit que ça pouvait être des dialogues et que ça pourrait être amusant de construire une histoire en utilisant uniquement ces noms d'oiseaux et rien d'autre pour faire parler les animaux entre eux. Et donc, c'est devenu la matière du texte, les noms d'oiseaux, et je me suis dit que ce serait amusant de vraiment essayer de me limiter vraiment à cette matière-là. Et cette partie documentaire, elle me paraissait importante parce que ces oiseaux ont des noms tellement loufoques et des formes parfois tellement étonnantes. Il y a des oiseaux avec des casques, il y a des oiseaux qui ont des queues en forme de ciseaux, et j'avais envie de... je trouvais que le fait de se rendre compte qu'ils existaient vraiment, ça donnait une dimension encore plus riche, un peu ce que tu disais avant avec les flocons, c'est que ça devient encore plus incroyable de se dire que ces oiseaux qui ont des formes étonnantes et des noms farfelus existent vraiment. Je trouve que ça ajoute au rêve et à la richesse. Et donc, après, moi, j'aime beaucoup les planches naturalistes, et donc j'ai eu envie de les présenter un peu comme des planches naturalistes, un peu à la Audubon, où voilà, il y a une référence clairement à ce type de représentation. Et je trouvais que ça crée un contraste avec la bande dessinée, le fait de mettre des grandes images comme ça. Oui, donc dans la bande dessinée, il peut y avoir des noms, des oiseaux ou des personnages très loufoques dont on penserait qu'ils n'existent pas dans la réalité, et après, au contraire, tu nous les montres dans une autre facture dessinée telle qu'on peut les trouver dans la nature. En 2020, tu reprends dans Vertige le principe utilisé dans Heure bleue. Donc, Vertige est un imagier, mais avec une histoire au lieu d'une simple promenade. On suit le parcours stressé d'une coccinelle qui cherche un havre pour pondre ses œufs. Or, elle va être constamment dérangée, voire menacée par des insectes qui, contrairement à elle, se camouflent. Nouveauté dans l'un de tes docufictions, 2 doubles pages à la fin sont consacrées à la découverte de la coccinelle et de ses adversaires le temps d'un album. Quelle est ta recherche dans cette nouvelle disposition narrative ?
Alors, l'idée alors, j'aime bien mettre les insectes à l'honneur dans mes albums, et parce on a souvent une vision un peu négative des petites bêtes. Alors, la coccinelle, c'est un peu la seule qui échappe à cette vision négative parce qu'elle est ultra populaire. Donc, l'idée, c'était de se servir d'un insecte qui était très, très populaire pour aller en découvrir d'autres qui le sont peut-être un peu moins et qui sont même plutôt assez rares. Donc, je me sers un peu de cette coccinelle pour emmener le lecteur à la découverte d'autres espèces qui sont plus discrètes, plus camouflées. Et, je choisis volontairement des formes qui sont étranges. Alors, les phasmes, on les connaît un peu, mais il y a les zombonies épineux, c'est des insectes qui sont vraiment très, très curieux. Et pareil, on peut se demander si ces insectes existent réellement, parce qu'ils ressemblent vraiment ils ont des formes vraiment étonnantes. Et le fait de les retrouver à la fin, je trouve que ça appuie un peu le propos. Et la coccinelle, alors, c'est un insecte super populaire, on le connaît très bien, mais pareil, dès qu'on creuse un peu, même pour des animaux qu'on connaît très bien, on trouve des choses étonnantes, ou alors ça permet de remettre des choses un peu, de corriger des erreurs aussi, parce qu'il y a des croyances aussi sur des animaux, et ça permet de points sur la coccinelle. Voilà, de la considérer avec un point de vue un peu plus scientifique et plus juste. Et c'est un animal qui a des capacités assez étonnantes. Donc oui, je trouve que ça apporte une dimension en plus à l'histoire. Donc après, je prends certaines libertés. Ça permet aussi de recontextualiser les choses à la fin pour replacer les choses dans une certaine réalité, parce que moi, je prends une certaine liberté. Ça me permet aussi cette liberté-là, le fait de repréciser les choses. Contextualiser, ouais. Nancy, en 2021, nous avons été sollicités par les archives de Haute-Savoie pour concevoir un album autour de leur métier. Alors, les archives, c'est passionnant, mais c'est vraiment complexe. Et je ne voyais personne d'autre que toi capable de se passionner pour ce sujet, de l'étudier suffisamment sérieusement pour savoir le rendre dans un album. Et nous avons reformé votre binôme avec Anna Griot, qui avait si bien fonctionné pour l'Arboretum. Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ta capacité à synthétiser l'information, savoir la rendre avec justesse, et notamment en employant le vocabulaire dédié. Et beaucoup d'admiration aussi pour le travail graphique d'Anna, qui est à la fois précis et onirique. Peux-tu nous expliquer comment tout cela s'est mis en place dans vos têtes ? De mon côté, oui, ça s'est mis en place tout simplement parce que quand j'ai écouté les archivistes, donc ça s'est fait en visio, c'était pendant le confinement, et donc chaque archiviste, il y a 5 grandes parties dans les archives, et chaque archiviste nous a parlé de son métier. Et il ne voulait pas de documentaire pur, donc moi je me suis attachée à l'émotion avec laquelle ils parlaient de leur métier avec passion, parce que c'était à la fois plein d'émotions, mais très précis. Et c'est ça qui m'a touchée. Donc, j'ai pris énormément de notes pendant qu'il parlait, qu'il nous montrait les informations, les pièces, etc. Il y avait effectivement du vocabulaire très précis qui ne s'emploie que dans le cadre des archives, etc., que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais mis un pied dans les archives. Donc, en fait, pour écrire ce livre, je me suis vraiment... C'est comme si c'était... moi, hein, le petit enfant là, qui rentrait dans ce monde, et c'est ce que je dis tout au début, le cœur plein d'attente. Parce que comme je ne connais rien, et que je suis rentrée par l'émotion, je découvre ce monde avec les grands yeux d'un enfant, et je prends en pleine figure ce fourmillement d'informations. Donc l'image qui nous est venue avec Anna, hein, toutes les deux, c'était qu'on était rentrés soit dans une ruche, soit dans une fourmilière, avec chacun qui avait son travail à faire, et ça gesticulait dans tous les sens, alors que tout est très ordonné. Et tout de suite, j'ai dit à Anna, tu vois, j'imagine un monde souterrain avec plein de personnages, et elle m'a dit, mais je vois la même chose. Voilà, c'était tellement flagrant, et puis cet enthousiasme des archivistes pour un métier qui nous semble très poussiéreux. Ils sont tous coincés dans dans leur petite pièce noire, en train de trier des choses. Et en fait, ils font un travail essentiel. Mais... Ouais. Et en fait, il y a plein de choses à découvrir. Alors là, on a poussé, on a demandé la permission, bien sûr, aux archivistes,
mais on a poussé l'onirisme à l'extrême, comme par exemple, je pense à la scène de la restauration des archives. Donc, on y a assisté en direct avec Anna à cet atelier de restauration d'archives avec une archiviste qui s'appelait Émilie et qui fait ça. Enfin, pour moi, c'était merveilleux, quoi. Elle touche à peine le papier, elle sait exactement le grammage. Enfin, on l'a vu restaurer une feuille comme si c'était d'une simplicité enfantine, alors que c'est vraiment tout un travail très compliqué. Et elle nous a dit que tout ce qu'elle employait venait du Japon, le papier, le savoir-faire, les instruments. Et donc j'ai dit à Anna, situons cette pièce, cette scène du livre au Japon. Et donc l'atelier de l'archiviste restauratrice dans le livre est comme voilà, un décor japonisant, alors que pas du tout. Dans la vraie vie, c'est une salle blanche, tout ce qu'il y a de plus carré. Et on s'est dit, est-ce que ça va passer, pas passer? Et les archivistes étaient ravis, parce que bien entendu, que ça donne... Moi, c'est ce que j'ai vu, en fait. C'est vraiment ce que j'ai vu au moment où cet archiviste réparait. J'étais pas là, quoi. Il y avait autre chose derrière qui se déroulait, tous ces pinceaux soyeux. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire passer. Et pour autant, les termes étaient très clairs, très précis. Les 5 étapes devaient être vraiment respectées. Et les archivistes derrière ont vraiment relu avec attention, corrigé le moindre terme, etc. Mais leur implication et leur regard sur le texte tel qu'il était proposé montrait qu'ils étaient ouverts justement à cette interprétation. Ah ouais. C'est ça qui était le bonheur, c'est qu'ils nous ont laissé partir dans cet onirisme. Alors, ils ont juste contrôlé parce que Anna, au départ, avait fait des personnages. Comme on avait cette idée d'insectes, justement, elle avait fait des personnages qui ressemblaient un petit peu trop à des insectes avec des antennes, un peu fourmis. Et ils ont dit non, pas du tout, les insectes sont vraiment les ennemis du papier. Donc, pas d'insectes. Donc, elle les a retravaillés pour leur donner une allure un peu onirique, fantaisiste. Mais à part ça, ils nous ont laissé cette grande liberté. Même à un moment donné, on parle de... Enfin, quand on est rentré dans ce qu'ils appellent les magasins, qui sont ces kilomètres de livres stockés avec ces volants pour tourner, moi, j'ai vu un navire, quoi. J'ai vu un navire rempli de livres. Donc, j'ai dit, Anna, est-ce que tu te vois dessiner un navire et est-ce qu'ils vont nous autoriser? Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans le paquebot des connaissances, moi. Et c'est ce que Anna a dessiné, quoi. Elle a réussi à faire ce navire sur une branche et les archivistes étaient ravis. Donc, nous aussi. Parce que, une super collaboration. C'était une très, très belle collaboration. En 2022, donc cette année, ma chère Isabelle, tu as publié Maison, il y a quelques mois. Et il me fait penser à un livre de 2017 qu'on n'a pas évoqué, qui s'appelle Doux rêveur. Doux rêveur, c'était un livre qui présentait le sommeil des animaux, de plein d'animaux différents. Et là, dans Maison, tu présentes des maisons, des habitats exceptionnels d'animaux. Le procédé narratif est le même dans les deux livres, c'est pour ça que je les ai rassemblés. C'est une comptine pour décrire des éléments assez poussés scientifiquement, notamment parce que, alors, le sommeil des animaux recèle encore pas mal de mystères. Les habitats, finalement, il y a des choses qu'on a reconsidérées depuis pas si longtemps que ça, même une dizaine d'années. Donc, voilà, c'était quelque chose d'assez étonnant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là aussi, du point de vue de la conception du livre, comment t'es venue cette idée de créer des comptines pour expliquer des choses aussi complexes qu'un sommeil d'animal ou un habitat très particulier? Oui, c'est bien que tu fasses le rapprochement avec Doux rêveur parce qu'effectivement, il y a un lien entre ces deux albums, je pense, par rapport à l'idée d'intimité. L'idée dans Doux rêveur, c'était vraiment de s'approcher au plus près des dormeurs qu'habituellement on ne voit pas dormir, parce que c'est un moment fragile, le moment du sommeil pour les animaux sauvages. Donc, c'était rentrer dans cette intimité-là qu'on peut difficilement, à laquelle on peut difficilement assister dans la réalité.
Et l'idée était un petit peu la même dans Maison, c'était de rentrer dans l'intimité des habitats. C'était pas simplement les observer pour leur génie architectural aussi, mais aussi pour essayer de rentrer dans ces habitats, d'essayer de s'imaginer dans le nid de certains oiseaux, de rentrer dans des cocons. Enfin, c'était vraiment voilà, d'aller au plus près de cette intimité. C'était vraiment l'envie de cet album, de visiter, c'est pas juste de les présenter de l'extérieur, mais de les visiter de l'intérieur. Et donc, comment est venue l'idée? Alors, j'aime beaucoup lire des choses sur les animaux, évidemment. Je crois que le petit déclic, ça a été, j'avais lu dans un livre un article, ou dans un livre, je ne sais plus, oui, non, c'était un article de 2 scientifiques qui avaient découvert un village de poulpes en Méditerranée et qui s'étaient rendu compte qu'en fait, il y avait des poulpes. Alors, je dirais, les poulpes sont plutôt solitaires, mais il y a des poulpes qui s'étaient mis ensemble pour construire des sortes de villas avec des cailloux. Voilà. Et donc, j'ai trouvé cette idée super magique et j'ai vraiment eu envie d'utiliser cette matière parce que je trouvais que c'était vraiment un univers qui me faisait complètement rêver et que j'avais vraiment envie d'explorer. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches pour pour connaître mieux ces habitats, pour essayer, moi, de m'immerger dedans avant de les dessiner. Évidemment, l'idée, c'est de me servir de toute cette matière que je découvre en découvrant ces habitats. Donc, il y a une grosse matière très documentaire, mais c'est pas de la retranscrire de manière documentaire, c'est plutôt de la retranscrire de manière onirique. Et le son est très important. Effectivement, je fais vraiment attention à la sonorité des mots, à la façon dont les mots s'enchaînent, et c'est une sorte de musique, effectivement. L'idée de comptine, elle est vraiment là dans l'idée de musique, de son, qui accompagne Avec une dimension supplémentaire dans Maison, puisque les animaux sont décrits comme des hôtes. Donc, il y en a un, il est dans un hôtel, l'autre, etc., etc. Oui, après, oui, l'idée, c'était aussi de reprendre tout le vocabulaire de notre habitat, de nos habitats à nous. Cette année aussi, Nancy, tu as plutôt écrit un livre qui s'appelle Architecture fantastique, cette fois-ci avec Patricia Bolaños, qui est une illustratrice espagnole qui vit à New York. Et alors, c'était une commande, c'est un souhait de notre part de te faire écrire sur des lieux architecturaux qui ont été conçus par des gens qui ne sont pas forcément des architectes, ou alors si ce sont des architectes, ce sont des gens aussi dingues que Gaudi, mais on a Niki de Saint-Phal, on a le facteur cheval, on a des gens un petit peu partout dans le monde. Le dispositif narratif, c'est vraiment ta création. Ça, on ne te l'a pas du tout imposé. C'est vraiment, on t'a dit juste comme contrainte, quelles étaient les contraintes, c'est-à-dire de passer d'un univers à un autre. Comment as-tu construit ton dispositif narratif? Ah bah moi, le fil rouge, c'était que ces artistes n'étaient pas adaptés à leur entourage, en fait. Ils ont construit des architectures qui ont failli tout être démolies. Donc déjà, moi, ça m'interpelle parce qu'ils ont passé 30 ans de leur vie. Et puis derrière, il y avait des commissions qui disaient que voilà, l'art naïf, l'art brut, c'est pas de l'art, voilà, qui voulaient casser parce que certains ont utilisé des matériaux qui provenaient des poubelles. Voilà, et donc c'est ça qui m'a touchée dans les architectures qu'on avait choisies. Et donc j'ai imaginé un enfant, une petite fille, voilà, qui arrive comme ça dans une ville qu'elle trouve un peu sombre et triste et qui cherche désespérément. Et elle va être confrontée, comme dans un rêve bien sûr, mais à toutes ces architectures, et elle, avec ses yeux d'enfant, bien sûr, elle n'en voit que la beauté, que le côté farfelu, saugrenu, et à chaque fois, elle va retirer un petit détail, parce que les enfants, c'est vraiment ça, hein, souvent dans une page, ils voient le petit détail. Isabelle parlait tout à l'heure, voilà, du chat, mais ils vont dire pourquoi la coccinelle est là dans un coin. Ben là, c'est pareil. Et donc, cette petite fille, elle va retirer un détail de chaque architecture pour pouvoir reconstruire à la fin sa propre architecture avec donc les 16 détails qu'elle a récoltés. Et au-delà de ça, toujours la transmission. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est inspirée de ces architectes pour s'autoriser à être elle et à faire une architecture complètement farfelue aussi. Mais dans la narration, il y a un dialogue, n'est-ce pas? Oui, il y a un dialogue avec certains éléments des lieux. Donc, ça va être
avec un morceau d'escalier, avec un miroir, avec une statue, comme s'ils étaient vraiment vivants. Et du coup, ça donne, je trouve, du rythme au texte. Ça fait comme si voilà, toutes ces pierres, ces monuments étaient vivants, en fait, avaient une histoire à raconter. Voilà. Et donc, ce qui est très amusant, c'est que les enfants pensent que j'ai tout inventé. Oui. C'est le seul livre où on remet en doute ma capacité d'écrivaine. Et donc, les enfants me disent c'est pas possible ce que tu nous dis. Ça n'existe pas en vrai. Et donc, pourtant, on a fait la liste à la fin, on a fait la liste. chacun des monuments. Voilà. Donc, maintenant, dans mes interventions, je ramène les photos pour leur dire que si, il y a des adultes assez farfelus pour construire des choses, tirer des poubelles, ou voilà. Et que c'est magnifique, et qu'avec l'imagination et de la création, on arrive à beaucoup de choses. Mais ils ne me croient pas toujours. Mais c'est ça aussi que la narration, enfin là, le docu-fiction permet aussi, c'est de montrer aux enfants qu'ils sont libres de créer, qu'ils peuvent créer, qu'il faut croire dans leur pouvoir de création. Complètement. Je vais remonter d'un an, Isabelle, et parler d'un livre qui vient d'obtenir le Grand Prix de l'illustration. Et ce livre, c'est Les idées sont de drôles de bestioles. Alors, tu l'as conçu, enfin, où il est né, m'as-tu expliqué, d'une réponse à une question d'enfant. Comment est-ce que quand tu vas en atelier, comment se fait-il que tu as autant d'idées? Comment elles te viennent les idées? Comment tu fais pour, etc., etc. Enfin, toutes sortes de questions que nous connaissons bien. Tu arrives à décrire en texte et en image ce à quoi correspond une idée pour des lecteurs enfants dont on dit souvent qu'à leur âge, ils n'ont pas encore la capacité de conceptualiser. Alors, comment on arrive à faire ça dans un livre? C'est vrai que dans les classes, je me servais souvent de la métaphore animale pour expliquer ce que c'était une idée. C'est une métaphore qui est parlante pour les enfants. Et c'est vrai que les idées, elles ressemblent souvent un peu à des… Je prenais souvent la métaphore du chat en expliquant que les idées, c'est un peu comme les chats. Si on leur court après, elles s'en vont. Et au moment où on n'y prête plus attention, elles sautent sur nos genoux. Et donc, à plein de niveaux, et le fait… le côté polymorphe des animaux et le côté polymorphe des idées. Enfin, il y avait plein de recoupements entre les animaux et les idées. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une manière de donner corps à quelque chose qui est complètement abstrait. Et donc, peut-être que ça, c'est quelque chose qui parle aux enfants parce qu'ils ont un lien particulier au monde animal et à toutes ces formes. Et ça donne un corps, ça donne une texture, ça donne, voilà, il y a plein de tentacules, il y a enfin, de choses glissantes, il y a un crapaud, enfin, des choses qui sont douces, enfin, voilà. Toute cette texture qu'on peut retrouver chez les animaux, ça permet de donner des textures en quelque sorte aux idées, quoi, et de leur donner un corps. Donner un corps à quelqu'un qui n'en a pas. Mais le traitement graphique, il est divers, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses très dessinées, des choses qui sont simplement crayonnées. Il y a vraiment une grande diversité dans la manière que tu as d'amener chaque image dans ce livre. Oui, parce que c'est un peu comme ça, les idées. Parfois, il y a des choses… Quand on a des idées, il y a des petits éléments qui sont ultra précis et très définis. Il y a des choses qui sont très floues. Enfin, il y a c'est pas quand on réfléchit qu'on a des idées, c'est pas du tout quelque chose d'homogène en fait. Il y a vraiment plein de rendus différents qui se mélangent. Et il peut y avoir des choses très précises et une grande confusion. Donc c'est vrai que le fait de me servir et l'idée c'était de parler des idées, c'était aussi parler du dessin. C'est aussi beaucoup le sujet du livre, le dessin, parce que pour moi, en tout cas, les idées passent beaucoup par le dessin et par le fait de dessiner. Et que souvent, quand j'ai des bouts d'idées, des morceaux d'idées, je me mets à dessiner et c'est en dessinant que les choses prennent forme, en fait, et prennent corps. Donc, c'est vrai que le dessin et l'idée, voilà, c'était très, très lié. Et le fait d'utiliser différentes manières de dessiner, j'avais l'impression que c'était la manière la plus juste par rapport à
à la façon dont viennent les idées, parce que quand on dessine, c'est pareil, on peut passer par des choses très floues, très brouillonnes, très abstraites. On peut dessiner des choses abstraites et parfois dessiner des choses extrêmement précises. Et donc, c'est un peu comme ça que peuvent se représenter voilà, le côté polymorphe des idées et la façon dont les idées peuvent arriver d'un coup, comme ça, disparaître aussi vite. Il y a quelque chose qui est assez proche de ce qu'on ressent quand on dessine aussi. Donc, il y a aussi un côté documentaire dans ce livre, parce que c'est aussi une manière de faire un pas de côté et de s'interroger sur sa propre discipline aussi. Et les enfants, pour le coup, oui, cet échange avec les enfants a beaucoup enrichi aussi. C'est un ouvrage quasi philosophique quand même. Il y a une dimension philosophique sur la conception de l'idée. C'est quand même un propos qui n'est pas tout à fait neutre. En tous les cas, je ne sais pas comment vous faites, mais en général, c'est très très clair ce que vous nous proposez, et notamment dans le domaine du docu-fiction, qui n'est pas le seul que vous explorez, mais qui est un de ceux où je trouve vous avez le plus apporté. Et je vous remercie, et je remercie nos auditeurs pour ce webinaire, et j'espère qu'on va se retrouver au Salon du Livre de Montreuil. À bientôt.